Bertrand, donc je suis salarié à l'Arnais Sagesse et je fais partie du collectif pour la défense de l'Arnais. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, on est en sous-financement chronique par le département. Et aujourd'hui, on arrive à un point de rupture en termes financiers. Et du coup, la direction avant nous avait alerté le département et nous aussi, on alerte le département et on essaye de faire du bruit autour de notre situation pour pas que l'Arnais, cette institution qui a presque 200 ans, disparaisse comme ça. Voilà. Et vous êtes combien à vous mobiliser là? Là, on est tous les trois pour représenter, mais on a fait une manifestation le 19 novembre, je crois qu'on était une cinquantaine de salariés, en sachant qu'il y a... Ici, là? Oui, ici, jusqu'au département, on a marché. En sachant qu'il y a beaucoup de salariés qui doivent rester auprès des résidents pour assurer le service minimum, donc on ne pouvait pas être au complet. Mais déjà, un bon tiers des salariés, c'était déjà beaucoup... Et on a fait une lettre ouverte qui a été signée par environ 120 personnes qui travaillent ici. Alors, sur 170 salariés. Donc ces fermetures... Alors pour l'instant non, c'est pas fermeture, mais c'est des situations financières qui fait que la trésorerie est compliquée. Vu nos prix de journée qui ne sont pas assez élevés par rapport aux besoins, et du coup tous les ans on est en déficit depuis quelques années. Et comme on a dû utiliser nos fonds propres sur le dernier CEPOM pour pouvoir arriver à l'équilibre, et aujourd'hui on n'a plus de réserve puisque le département nous avait demandé de les utiliser précédemment. Ça veut dire quoi? Vous allez être en cessation de paiement hein? On n'est pas en cessation de paiement, mais on flirte. On flirte chaque mois entre les retards de paiement des départements, parce qu'il y a ça aussi qui vient rajouter un petit peu de cailloux dans la chaussure, on en dit. Du coup voilà, tous les mois c'est compliqué, mais pour l'instant non. Et puis là on a eu quand même l'ARS qui ont débloqué une dotation exceptionnelle qui a permis de donner un peu d'air pour la fin d'année à l'institution. Fin d'année au mois de décembre, jusqu'au 31. Oui, enfin sur les mois à venir, enfin il n'y a pas de date butoir fixe. Ouais, et moi Xavier, donc, je suis secrétaire du syndicat sud de santé sociaux de la Vienne. Ce que vit l'Arnais, c'est grave, parce que l'Arnais c'est une institution unique, un EHPAD et un foyer de vie pour personnes porteurs de handicap sensoriel, il y en a quasiment pas d'équivalent en France, mais ce que vit l'Arnais, c'est à l'image de ce que vit tout le secteur en ce moment. C'est-à-dire dans la Vienne, on a toutes les institutions, elles ont eu par exemple le Ségur, qui est une revalorisation qui n'est pas financée par l'État, donc il n'y a plus de sous dans les caisses du département, et donc on cherche de l'argent partout, donc dans la Vienne, mais comme partout dans tous les départements de France. Alors nous, ça s'est traduit par les difficultés de l'Arnais, les difficultés d'Audacia, qui est une autre association importante, la suppression des éducs de rue qui assure quand même un lien essentiel avec la population. C'est des baisses de financement pour les familles en difficulté dans la Vienne. C'est la fin de la prise en charge à 20 ans pour les mineurs non accompagnés. Et tout ça, ça pose des gros problèmes d'ordre public et voilà, et chaque mois on apprend des nouvelles restrictions budgétaires et ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'on trouve globalement une manière de financer notre secteur qui est souvent porté par des associations mais qui est financé par l'État. On ne peut pas continuer comme ça. L'Arnais, je reviens, c'est un très bon exemple, un CEPOM, ça veut dire qu'on donne l'argent sur 5 ans. Évidemment que le monde de 2018 et le monde de 2024, c'est pas le même. L'électricité a monté, toutes les charges ont monté, l'inflation, je ne fais pas un dessin, vous voyez ce que c'est. Les salaires, il y a eu heureusement des revalorisations de salaires parce que nous on ne trouve plus personne pour travailler dans notre secteur. Quand il faut travailler, les salariés de l'Arnais, par exemple 1400 € en faisant 2 week-ends par mois, en faisant des horaires décalés, avec des conditions de travail difficiles, c'est problématique. Nous on a vraiment besoin d'aide, on a vraiment besoin de repenser toute la gestion du secteur social et médico-social en France, et à commencer par la Vienne, et à commencer par des institutions essentielles qui, si elles disparaissent, on est vraiment dans la panade. Pas nous, mais aussi les résidents, les salariés, les familles, tout le monde. Ça s'appelle un pôle de remplaçants qui est 30 à 40 personnes. Et il y a 106 résidents. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Xavier, comme vous me reprécisez, vous comprenez bien, ici c'est vraiment un EHPAD spécifique. Ça veut dire que c'est des personnes sourdes ou aveugles, avec souvent des handicaps à côté.
Donc en termes d'accompagnement, c'est peu du monde. Et cet EHPAD-là, en effet, il y en a, je crois, un deuxième à peu près équivalent dans le Nord. Mais en France, sinon, voilà, on est nous seuls. Des personnes de cet âge avec plus de 60 ans, avec ces handicaps-là. Il n'y a que 2 structures dans le pays. Voilà, il y a au moins la nôtre, et d'après ce qu'on sait, il y en a une dans le Nord, mais c'est pas. Et tous les résidents, donc il y a 55 résidents à l'EHPAD, ils viennent de tous les départements. 40 départements, c'est ça en tout, alors c'est pour ça avec le foyer. Vous recrutez quasiment nationalement voilà, en raison de cette singularité. Le FAM, lui, c'est à peu près pareil, c'est 52 résidents, je crois. Ça, des femmes, il y en a d'autres un peu plus équivalents, il y en a un peu plus, parce que je crois que l'APSA, vous avez aussi un FAM, il y a un FAM, qui accueille aussi des... Mais c'est pareil, on a des... Femmes, foyer d'accueil médicalisé. Voilà, parce que... Donc des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, qui ne peuvent pas travailler dans un ESAT, etc. On est vraiment des gens qui ont... Ils ne peuvent même pas aller en foyer de vie. Ouais, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement médical plus... Et pareil avec des sourds ou aveugles ou les deux. Avec ou en fonction des maladies, si c'est des maladies dégénératives ou pas. Donc une communication compliquée. Pour tout faire, ça prend plus de temps, bien sûr. C'est pour ça que on avait jusqu'à 2018, on va dire, on avait des dotations aussi un peu plus élevées que la moyenne. Surtout pour notre EHPAD, mais pour notre femme aussi. Là, on s'aperçoit que ils ont certes, le département, un peu augmenté nos prix de journée, mais pas au niveau de l'inflation et des charges diverses. Et puis il y avait aussi, comme disait Xavier, les revalorisations salariales, le SMIC. Tout ça, c'est pas pris en compte par les réglementations qui sont imposées à nos établissements, les GaLim, ce genre de choses. Donc je crois que normalement, légalement, on peut le faire valoir au département, donc ça, c'est pas pris en compte, mais pas à la hauteur des coûts. Parce qu'on va pas dire qu'ils n'ont pas augmenté, mais pas au niveau des besoins. Et là, aujourd'hui, nous, la difficulté, elle se situe beaucoup plus sur le FAM que sur l'EHPAD. D'accord. Alors l'EHPAD, il est un peu déficitaire, mais pas autant que le et l'avantage qu'on a, même si les parents ils sont un peu de partout, ceux qui sont proches ils sont quand même engagés, parce qu'ils sont venus à la manifestation du 19 novembre, ils sont venus à la rencontre qu'on avait eue avec le conseil départemental, aussi pour exprimer leurs peurs, leurs craintes. Parce qu'on a des résidents qui ont soit des familles, mais souvent vieillissants aussi. Alors, pour les PAD, je n'en parle pas. Ou pas de famille du tout. Parce que plus là, donc demain, si en effet notre établissement doit a des problèmes bien plus graves encore, qu'est-ce que vont devenir du coup, c'est la grosse crainte des parents. Et même s'ils ne ferment pas, on voit très bien que vu les baisses de budget, il va falloir réduire l'accompagnement. Donc déjà, il y a cette année... C'est le taux d'encadrement qui va... Alors, le taux d'encadrement, il est un peu obligatoire, mais il va être au minimum. Peut-être un peu au-dessus, ça va être au minimum. Il y a déjà eu l'annulation des séjours, par exemple. Voilà, donc cette année, vu normalement, les résidents, en tout cas au foyer, ils partaient 1 à 2 fois par an en séjour, donc financé par l'Arnais. Là, aujourd'hui, il s'est totalement arrêté, puisqu'on n'a plus les finances nécessaires pour le faire. Du coup, on a réduit, alors ça peut paraître anecdotique, mais on a réduit aussi la flotte de véhicules parce qu'il a fallu la renouveler, c'est plus cher, donc on a dû baisser le nombre de véhicules. Et comme donc ça veut dire que moins de sorties, obligatoirement. Avec des conséquences sur la santé mentale, j'imagine aussi. Oui, parce qu'ils sont là à l'Arnais, donc même si on arrive, ils ont des ateliers et tout pour les occuper, obligatoirement, c'est pas la même chose, en tout cas pour ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne peut pas. C'est pas la même chose d'être ici à faire des choses que aussi aller un peu à l'extérieur et sortir. Donc, tout le monde parle d'inclusion tout le temps en ce moment, et puis on dit qu'il faut inclure les gens dans la société, on annule les vacances, on annule les sorties. Et sans compter en fait le turnover sur le personnel qui fait que c'est moins stable, ils ont des on est obligé de prendre des remplaçants qui ne sont pas forcément, alors même s'ils ont leur diplôme, ils n'ont pas forcément été formés à la spécificité. Parce que pour apprendre la langue des signes, il faut 1, 2 ans, 3 ans. Toutes les communications adaptées, ça prend plusieurs mois ou plusieurs années à commencer à les utiliser ou en tout cas à les maîtriser. Donc obligatoirement... dégradation aussi des conditions de travail, donc épuisement des personnels. Et ceux qui sont en CDI, eux, ils s'épuisent à former les nouveaux. C'est un cercle vicieux. Et il y a eu un temps,
le fait de ne pas trouver de remplaçant, on était passé par l'intérim, mais du coup, ça coûte cher. Le département nous l'a bien dit, il y a une dérive sur l'intérim, sauf qu'on ne trouvait pas de remplaçant, il fallait remplacer les gens puisqu'on a un encadrement, un minimum obligatoire. C'est quel type de postes qui sont en intérim? Alors ça va être principalement les équipes d'accompagnement, donc ça va être des AS, AES, donc aides-soignants, AES. Éduc, en gros éduc, assistants sociaux, travailleurs sociaux, des accompagnants. AQH, donc agents qualité hôtelière, et puis les agents d'entretien. Alors c'est pas, on fait quasiment pas de remplacement sur un chef de service qui est malade ou en administratif, on n'a pas de sauf peut-être arrivé, mais limite c'était un départ pour maternité ou un petit un arrêt long. Mais bon, ça c'est anecdotique par rapport au... Donc du coup oui, on a dû passer par l'intérim un long moment, et puis en fait là pour vous dire, on a arrêté l'intérim depuis le début 2024 et on doit gérer 300 contrats par mois. Donc ce qui est énorme. Donc il a fallu réorganiser aussi tout en interne pour pouvoir absorber cette charge de travail. Ça vous éloigne du cœur de votre métier. Et ça éloigne, oui, les cadres, ils passent aussi beaucoup de temps à faire de la ressource humaine, alors que leur métier c'est d'aider les équipes à faire l'accompagnement. Donc enfin, tout ça, ça dégrade beaucoup de choses, et les réponses qu'on a du département face à tout ça, c'est notre faute. Donc c'est un peu... Pourquoi ce serait votre faute? Notre faute, c'est, on ne dit pas nous, salariés collectifs, mais la gestion, ils accusent la direction de mauvaise gestion. Bah, sur des questions comme ça, un recours à l'intérim, tout ça, alors que c'est... Nous se dérive de l'intérim, alors que... il n'y a pas de solution. On n'aurait pas pris l'intérim, on n'aurait eu pas le taux d'encadrement légal, il y aurait eu un problème, on nous aurait reproché. Ce que je leur ai dit, on est pris dans un étau, quoi, en fait. Pour comprendre, donc il y a depuis 2018, il y a des dotations qui chaque année ne s'alignent pas sur en vérité les conséquences de l'inflation. Il y a ça d'un côté. Disons qu'en fait, c'est le CPOM qui est sur 5 ans, qui a été décidé en 2019, fin 2018, du coup dans une situation, un autre contexte. Et l'idée de ce CPOM, c'est qu'il nous avait fait quasiment pas d'augmentation parce qu'on devait utiliser nos fonds propres. Les fonds propres ne nous appartiennent pas, vu que c'est les départements qui nous les donnent. Du coup, on devait arriver à l'équilibre à la fin des 5 ans avec ces fonds propres. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Alors même si on a eu, des aides de l'État, etc., mais ça ne couvre jamais tout. Bien sûr. Puis derrière ça, il y a eu l'inflation, donc l'augmentation du SMIC et l'augmentation du point, qui est très bien. Enfin, se plaindre que le SMIC n'est pas compensé. Mais le département, c'est pas opposable au département. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire le SMIC a augmenté de 5%, augmenté de 5% le prix de journée. Et ça, c'est CPOM, pardon. Pour comprendre, et parce que j'ai lu dans un article que donc, vos résidents viennent de départements très, très divers et très nombreux, et que c'est les départements d'origine de ces résidents qui versent à vos structures le financement afférent. Et j'ai vu que beaucoup de départements ne versaient plus du tout. Alors en fait, on a forfaits qu'ils devaient assumer ou... on a beaucoup de, on a des départements qui ont soit des gros retards, soit des décalages, ça veut dire au lieu de payer le mois suivant en 30 jours, c'est payé à 60, 90 jours, soit des fois carrément pendant un an des arrêts de versement. Ça, c'est quelle proportion de départements qui sont touchés d'une façon ou d'une autre par ces retards? En gros, il y a 450 aujourd'hui, on était à plus de 500 000 euros dehors. Qui en principe aurait dû être versé dans les c'est plus que votre déficit. Mais disons que c'est pas la même chose. Vous avez les retards de paiement, notre déficit, ça va être la différence entre nos produits et nos charges, et nos retards de paiement, ça va taper dans notre trésorerie. Donc en fait, ça fait que amplifier le problème des déficits. C'est-à-dire que déjà les déficits creusent notre trésorerie, mais en plus on a des retards de paiement. Ça c'est nouveau, ce comportement du département avant Non, c'est alors il faudrait demander à Gaël, mais je pense que ça a toujours été un peu. Là, ça va. On voit, Gaël vous dira plus précisément parce qu'elle est à niveau de la compta, donc elle connaît un peu plus les chiffres. Mais du fait que là, on n'a plus de trésorerie, parce qu'on a dû utiliser nos fonds propres auparavant, et ben dès qu'on a des retards, ça nous met à l'os, c'est peut-être pas large tout de suite. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, l'Arnais, je parle sous ton contrôle. En gros, en 2018, le budget il est à l'équilibre. En 2019, genre c'est moins 50 000, moins 100 000, mais il y a des réserves. En 2020,
20, c'est particulier, moins. c'est l'année Covid. Voilà. On va pas la compter. Voilà, on la On compte va pas. pas la prendre en compte. Mais bon, 2021, c'est pareil, on peut pas vraiment la prendre en compte parce que du coup, on voit pas encore le déficit parce que pareil, on est dans la suite de 2020, Ouais, il y a la crise, donc on a encore des compensations sur certaines choses. Mais après, les chiffres que je vois, c'est moins 300 000, et en là, fait, moins 500 000 l'année ouais, dernière, donc moins on est sur notre 650 troisième 000. année déficitaire où vraiment c'est visible, mais avant, on ne voyait pas parce qu'on avait les réserves. Et là, il n'y a plus de réserves. Voilà, il y en a plus. Et donc, chaque mois, c'est des jeux bancaires pour payer les salaires, pour payer la bouffe, pour payer le chauffage. Et c'est la limite du l'inspecteur, le commissaire aux comptes qui parle de cessation de paiement, voilà, et un département. Et une direction qui est quand même transparente sur les difficultés, qui interpelle les pouvoirs publics, qui dit je fais quoi moi? Je mets tout le monde dehors, ou alors je continue, mais je creuse le déficit. Et personne ne répond. Une Aucune direction réponse. qui a fait Non. des efforts quand même. Oui, c'est ça. Et puis qui essaye de trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, en fait, ils On n'a répondent pas à des attendu. appels d'offres. Ils essayent de trouver des solutions pour avoir des projets qui permettent que sur nos coûts de structure, de fonctionnement, on a réussi à faire un peu de pierre de coups, quoi. On continue à entretenir le bâti, par exemple, en ayant ce tel projet. Par exemple, le projet de tiers-lieu qu'on a obtenu récemment va nous permettre de revaloriser des bâtiments aujourd'hui qu'on n'avait plus la possibilité d'entretenir. Donc ils essayent vraiment en fait de ne pas rester bêtement les bras baissés à attendre que tout tombe, tout cuit en fait. Oui, par exemple, pour l'énergie, on avait donc une chaudière bois et des chaudières gaz. Et pour essayer d'éviter d'utiliser le gaz qui était devenu très très cher, en fait, on a pu faire installer un champ de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques pour le l'eau chaude aussi, pour éviter d'utiliser le gaz et diminuer la facture d'électricité. Et globalement, ces panneaux ont fait que ça se rentabilisait très vite. Et aujourd'hui, en effet, on a pu éviter parce que la facture d'énergie était passée de 80 000 sur une année normale à, je crois, presque 300 000 suite aux inflations sur l'énergie. Donc, obligé de le faire, quoi. Voilà. Et Oui, donc, ces 200 000, au lieu d'attendre qu'ils soient de les payer, ils ont plutôt préféré investir dans les panneaux solaires, ce qui a évité sur les années suivantes. Vous vous rendez compte les mutations que les structures elles doivent affronter, quoi. Plus 250% des charges d'énergie sur une année, et j'imagine des dotations qui ne bougent pas. En fait, entre 2018 et aujourd'hui, on a une augmentation de 5% de notre prix de journée sur l'hébergement. C'est rien. Et à contrario, ils ne s'en sont pas vantés. Hein. Le conseil départemental est très fier de nous dire que du coup, nos dotations sont supérieures à la moyenne générale. Mais on est le seul EHPAD sur du handicap sensoriel quand même dans la Vienne, donc c'est difficile de pouvoir comparer quelque chose d'incomparable. Et en plus, ils ne vont pas nous dire que la dépendance, par exemple, ils ont baissé de 20% entre 2018 et aujourd'hui, le prix de journée dépendance. Et soi-disant que ça se compense entre l'hébergement et la dépendance, c'est pas possible. Plus 5%, moins 20%, ça marche pas. Bien sûr. Et voilà, donc en fait, ils utilisent des chiffres d'une façon, mais ça marche pas. C'est très compliqué. La conséquence de tout ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mise en péril de la possibilité pour le centre de continuer à fonctionner. On en est là. C'est qu'à force, on va finir par... Le risque, c'est la cessation de paiement. Oui, c'est ça. C'est qu'un mois, le cumul des retards de salaire, plus les déficits, etc., font qu'à un moment, peut-être, jusqu'ici, ils ont réussi à y passer août, mais qu'à un moment, il y a un mois, on ne pourra pas sortir les salaires. Et on n'en est pas loin à chaque mois. Le commissaire aux comptes a fait une alerte. Donc, voilà. Et ça, il n'y a le conseil départemental ne réagit après cette alerte ou... Non, pas plus L'ARS non plus. L'ARS, ils nous ont débloqué une dotation de 250 000 euros. Fonds d'urgence exprès, ça par contre, pour ça. Le conseil départemental est venu visiter. À la suite de cette alerte. Oui, il y a eu des audits. Il y a eu un accompagnement. C'est pas une audit. Est-ce que c'est pas une audit? C'est un accompagnement. L'autre jour, quand on a été reçus, moi j'ai parlé d'audit, ils m'ont dit non, c'était un accompagnement. C'est un accompagnement à la baguette. Ils ont vérifié tous les comptes. Le sentiment qu'on a eu, mais ils ont tous les chiffres. Je suis trop. Le sentiment qu'on a eu, c'est que le soi-disant pas audit qu'ils sont venus faire, c'était plus essayer de trouver qu'est-ce qu'on avait mal fait pour nous le reprocher. Et c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et ils reprochent le fait d'avoir utilisé de l'intérim. Ils ont dit qu'on utilisait trop l'intérim. Comment on fait d'autrement si vous avez une autre solution? Non, puis c'est surtout qu'en fait, ces informations, ils les ont quasiment en temps et en heure. On doit rendre tous les... on fait un plan prévisionnel, on va dire,
sur nos budgets, on rend le réalisé quand il est fait. Enfin, ils sont au courant en fait de ce qu'on fait. C'est pareil sur les plans d'investissement. C'est eux-mêmes qui nous valident nos PPI. Donc en fait, ils peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'on a mal fait des choses parce qu'eux-mêmes sont au courant en temps et en heure des éléments. Donc il y a aujourd'hui quelque chose qui est discordant en fait. Et ils sont venus chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas à chercher puisqu'en fait ils avaient tout détaillé. On a un commissaire aux comptes qui passe 2 fois par an, qui contrôle nos comptes. Enfin, en fait, le travail il est fait en interne. On a vraiment un problème structurel. Quand ils disent qu'on est surdoté, c'est aussi parce qu'il y a un accompagnement dont il y a besoin. C'est le handicap sensoriel, donc c'est une communication particulière. C'est une demande où il faut, ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir accompagner. Si j'ai bien compris, ici, il y a un savoir-faire tout à fait particulier, une expérience considérable accumulée depuis 2 siècles, et ça, et une solidarité très forte, et ça se protège. Il faut le protéger. On en a besoin. On a besoin d'accueillir. Si on veut accueillir de manière bienveillante et dans des bonnes conditions les publics qu'on a aujourd'hui, si on continue pas ça, ça marche pas. Après, on va sur de la maltraitance. Enfin, si on passe, la garderie. Voilà, c'est la garderie. On expliquera plus ce qu'on fait en soins, en accompagnement aux résidents qu'on accompagne. Il faut imaginer, on ne voit pas, on n'entend pas. Donc, il y a besoin d'aller se balader à la mer. C'est pas aller se balader à la mer, c'est prendre le vent, c'est prendre enfin voilà. Aller au théâtre, c'est d'autres sens qui permettent de communiquer avec l'environnement. Et c'est pour ça que un sourd aveugle, ça coûte cher, c'est super cher. Mais sinon, voilà, on n'est plus c'est plus du bien, du bonheur. Enfin, moi, je dis souvent ça, quoi. C'est ils mangent, ils ont un toit. Mais il y a besoin de vraies ouverture sociale, et c'est à pleurer. L'humanisation presque. Aujourd'hui, on prive des personnes de leur besoin d'être dans une société et d'être acteurs en fait de leur vie au quotidien. Il y a moins de véhicules, moins d'accès à l'extérieur. J'imagine que pour vous, professionnels, c'est extrêmement difficile à vivre parce que c'est le sens de votre métier qui est interrogé. Vous vous trouvez dans des situations où vous voyez la souffrance probablement des patients et vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir y répondre en raison des moyens. Les familles, ce qui était très bien lors de la délégation se sont exprimés. Et c'est vrai, on dit que des efforts de la part de la direction de l'armée, comme ça, ils l'expriment comme ça, en disant les efforts, il y en a eu. Je veux dire, il y a une mise en commun des véhicules, donc les sorties individuelles ou à 2 ou à 3, elles disparaissent. Et du coup, nous, quand on reçoit notre enfant à la maison, il nous dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il y a un mécontentement, il y a une frustration qui est importante. Donc il y a de l'attention. Il y a de l'attention. Et vous, il peut y en avoir. Il pourrait y en avoir aujourd'hui. Ils sont dans la compréhension. Ils sont dans la compréhension. Et ils sont acteurs et mobilisés pour, en tout cas, pour défendre leur. Et leur grande inquiétude, c'était de dire est-ce que vous avez l'intention de fermer l'année? Bon, le conseil départemental dit ah non, pas du tout. Mais ils ont beaucoup exprimé ce qu'ils vivaient et leur inquiétude par rapport à leur enfant, qu'ils voient bien qu'il y a des changements aussi de comportement et psychologique. Mais là, par contre, on a eu aucune réponse. Pour eux, les marques, il n'y a pas de cadeau à Noël. Voilà, il n'y a plus les vacances. Il n'y a plus les vacances. Les séjours vacances, voilà. Ça a été arrêté. Puis ça crée de la frustration. On a eu des crises sans précédent cet été sur les unités. Et les professionnels, du coup, il y a un turnover qui ne sont pas forcément aussi prêts à accompagner en fait, ces difficultés. Parce qu'en fait, ils ont moins de ressources que des anciens qui avaient des petites habitudes de savoir comment on gère ce genre de crise. Donc c'est très très compliqué. Donc on a une structure qui remplit une mission absolument essentielle, quasiment unique en France, dans le Nord. Il y a une compétence extraordinaire. Il y a l'association pour les sourds aveugles, l'APSA, mais qui n'a pas la partie EHPAD. Mais qui n'a pas la partie EHPAD. C'est sur la partie EHPAD que c'est vraiment là qui est très très particulier. Et d'ailleurs, par rapport à la partie EHPAD, je dirais que nous, à l'APSA, les adultes qui arrivent à l'âge de la retraite, on travaille, avec l'EPSA. Ils vont tous quasiment, dès qu'il y a une place, ils vont à l'EPSA. C'est une continuité, c'est un sens extraordinaire. Il y a une proximité, il y a une chance extraordinaire pour ces personnes en situation de handicap et ces familles
qui pour eux, il y a une suite. Quoi. Il y a une sécurité et la qualité, puisqu'on travaille pareil en fait. Ils connaissent déjà un petit peu. Et ils Certains connaissent résidents de l'EPSAT, parce que certains ont des amis dans les autres foyers. Quand il y a des événements sur l'Arnais, ils viennent, et puis inversement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un échange. Il y a des échanges avec les résidents. Mais ça, c'est très peu reconnu en fait par l'extérieur, hein, parce que les gens qui ne connaissent pas ça, ils se disent oh, attendez, l'EHPAD, c'est pas pour maintenant. Mais il n'empêche qu'une famille qui rentre ici, elle sait que à l'âge quand l'enfant sera vieux, waouh, c'est rassurant. C'est des pertes de repères en moins aussi, parce que c'est important en fait. Oui. Puis par rapport à un EHPAD classique, en fait, où on va rentrer à partir de 70-80 en fonction de notre. On peut y rentrer plus tôt. Oui, mais généralement, dans un EHPAD classique pour vous et moi, on va y rentrer entre 70-80 en fonction de l'état de santé. Ici, nous, ils arrivent à 60 ans, puisqu'ils ne peuvent plus être en femme avant. Ou, bon, des fois, ils peuvent encore gratter quelques années, mais globalement, ils arrivent à 60 ans. Donc, ils ont une espérance de vie, pour la plupart, équivalente à la nôtre. Hein. On même plus, enfin, jusqu'ici. Et donc, ils vont rester encore peut-être 20 ans. Donc, c'est un temps long. C'est pas un EHPAD avec un turnover de résidents un peu plus important, ce qui est normal. On arrive en fin de vie, on passe nos quelques dernières années, et après, ça change. Donc, nous, ils restent là longtemps. Donc, vous avez beaucoup de demandes de familles qui souhaiteraient... Nos listes d'attente sont sans cesse... On a toujours des refusez chaque année En fait, on refuse. On va dire qu'on passe par une plateforme via Trajectoire. En fait, et en fait, c'est en fonction des orientations et des urgences. Donc, des fois, il y a des caractères d'urgence qui font qu'il y a des personnes qui passent devant d'autres personnes sur les listes d'attente. Mais en tout cas, oui, il y a toujours des... Ça dépend des places qui se libèrent, parce qu'il y a différentes unités, donc avec des spécificités dans les unités. Donc aussi, ils voient en fonction de la place qui se libère, comment s'ils peuvent bouger un peu les résidents pour accueillir de nouvelles personnes. Donc il y a plusieurs critères de choix. Après, on parle de l'EPSAD, on parle des femmes, mais il y a d'autres pavillons qui ont des spécificités. Qui sont sur le femmes. On a des unités qui sont plus sur des unités d'aveugles, parce que mettre des aveugles et des sourds ensemble, ça peut être compliqué en termes de communication. On a un pavillon qui est adapté pour les personnes avec des handicaps moteurs en plus des handicaps sensoriels. On essaye d'adapter. Avec des troubles de comportement. C'est pas possible. On a une partie du FAM qui est sur des troubles du comportement qui est plus fermé. Voilà. On essaye de faire aussi en fonction de ça. De répondre en tout cas au handicap de toutes ces personnes. Bien sûr. Écoutez, moi donc je suis député, je sors hier soir d'une séance très, très particulière à l'Assemblée nationale avec une motion de censure qui a été adoptée. C'est un moment absolument historique, mais ce que je trouve très éclairant dans la rencontre de ce matin, c'est que cette motion de censure elle a été déposée face à un projet de loi de finances de la sécurité sociale imposé par 49.3 par le gouvernement. Et ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il prévoyait 15 milliards d'euros d'économies distinctes, de baisse de dépenses de santé. C'est des sommes énormes. Pour les mettre en perspective, c'est 4 fois plus que l'année dernière. 4 fois plus que l'année dernière. Et pour vous montrer à quel point la volonté du gouvernement, et plus en fonction depuis hier soir, était une volonté d'austérité, le gouvernement a le pouvoir, jusqu'à la dernière minute, de déposer des amendements à son propre projet. Et hier, juste avant d'arriver au moment décisif, il a déposé un amendement qui prévoyait 700 millions d'euros de coupes supplémentaires au budget de la sécurité sociale. Donc, je dis ça parce que ce dont vous me parlez, c'est d'un problème de recettes. Vous avez un problème de recettes. L'État a un problème de recettes, la sécurité sociale a un problème de recettes. Et moi, je suis député du Mouvement Front Populaire, du groupe de la France Insoumise, et nous sommes battus pour redonner des recettes à la Sécu, redonner des recettes à l'État. Je parle des deux budgets, parce que le budget de la Sécu, il vous impacte directement, le budget de l'État aussi, à travers la question des collectivités territoriales, largement financées par le département. Après, il y a des choix politiques du département. Manifestement, il y a un débat, là, il y a une discussion avec le fait qu'ils n'entendent pas une réalité et qu'ils n'accompagnent pas suffisamment votre structure, manifestement. Et ce que je veux dire, c'est que les départements, comme les régions, comme les communes, elles sont aussi prises dans un contexte de baisse très importante des dotations, dans le budget de loi de finances, alors, dont je ne peux pas vous dire quel va être le devenir, parce qu'il n'a pas été adopté. Il y aura peut-être un nouveau Premier ministre ce soir. S'il y en a un, la discussion budgétaire elle va reprendre aux alentours du 18-20 décembre, et en quelques jours, il y aura un nouveau budget. Est-ce qu'il sera adopté? Je ne peux pas vous le dire, mais il y aura donc à ce moment-là
la vérité sur la baisse des dotations aux collectivités, mais ce qui était prévu jusqu'ici, c'était 5 milliards d'euros de moins pour les collectivités. Donc évidemment, dans cette enveloppe, il y a la part des départements, et évidemment pour le département de la Vienne, qui va sans doute vous dire que lui aussi, il a un problème de recettes, et que donc, il vous le dit déjà. Il vous le dit déjà, et chacun se renvoie. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'après, en bas, si j'ose dire, tout le monde se renvoie. Ah, moi, je peux pas, ça peut faire l'effort, tu peux pas assez, etc. Mais on ne peut pas en sortir. Le cercle, il est vicieux, et il conduit à une destruction presque complète. Je ne veux pas dramatiser, mais ce que vous me dites, c'est que c'est votre institution, en ce qu'elle porte depuis 200 ans, dans sa singularité, dans les savoir-faire qu'elle a élaborés, c'est vos métiers. Oui. Le sens de vos métiers. C'est votre collectif de travail qui est affecté. C'est évidemment les résidents, leur santé mentale. C'est celle de leur famille, qui vivent une angoisse et une inquiétude pour l'avenir. Donc on voit la gravité des répercussions que ces budgets d'austérité ont dans la vie des gens. Et donc moi, dans l'échange qu'on a aujourd'hui, je trouve une raison supplémentaire d'avoir assumé cette motion de censure hier, parce que sa première conséquence, en vérité, c'est d'empêcher l'adoption de ce budget qui prévoyait 15 milliards d'euros de coupes, en espérant l'adoption d'un autre budget. Et ce que je veux juste vous dire, et je ne veux pas être trop long et trop technique, mais c'est qu'il y a des amendements qui ont été votés par les députés. Ils ont été effacés par procédures diverses. Il y a des amendements qui ont levé des milliards et des milliards et des milliards d'euros de recettes. Je vous donne juste un exemple. Nous avons voté, la majorité des députés a adopté ce qu'on appelle la taxe Zuckman, du nom de l'économiste qui l'a imaginé. C'est une taxe qui touche 147 personnes, les milliardaires de notre pays. 147 personnes. Et c'est une taxe qui ne prévoit pas de leur piquer 50% de leur revenu, de leur patrimoine. C'est une taxe qui prévoit d'augmenter la fiscalité sur leur patrimoine de 2%. Eh bien, cette taxe Zuckman, si elle était appliquée, elle générerait 13 milliards d'euros de recettes au budget de l'État. 13 milliards d'euros. On peut parler de 5 milliards d'euros de baisse pour les collectivités, on peut parler de quelques centaines de milliers d'euros à l'échelle de vos structures. Évidemment, il n'y a pas de lien direct entre la taxe. Ce n'est pas la taxe Zuckman qu'on va affecter au centre d'armée. Voilà. Mais on pourrait. Je peux le proposer par amendement. Mais en fait on n'a pas le droit. Mais ce que vous voyez, évidemment, tout ça est affaire de choix politique. Et qu'il y a une autre politique budgétaire possible, il y a une autre politique de santé possible, il y a une autre politique d'accompagnement des personnes en situation de handicap qui est possible, il y a une autre politique pour les travailleurs sociaux qui est possible. Vous avez parlé de la question du point d'indice, vous avez parlé de la difficulté à recruter, et ça c'est aussi une traduction, et à former bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter dans ce métier comme dans beaucoup d'autres, parce que c'est pas très bien payé. Et puis y compris on a du mal à survivre dans notre secteur. Ici, c'est-à-dire qu'on recrute des gens alors, à partir de 1400 €. Normalement, ils sont censés avoir le Ségur, mais par exemple, ici, très concrètement, on ne peut pas le mettre en place, puisque, alors que les autres, en tout cas, ça se met en place, mais avec difficulté. Du coup, c'est pour le Ségur, il va commencer à être versé normalement, si on a bien compris, début de l'année prochaine, mais sur les fonds de l'association. Alors que c'est un droit. Bah oui, c'est un droit. Et surtout, ce que le département, ils ont dit, l'État ne nous a pas donné d'argent, donc on ne donne pas d'argent. Les associations, on parle quand même de salaires de moins de 1000 € pour des gens qui vont travailler un week-end sur deux, qui doivent soit savoir signer, qui ont même des compétences vraiment spécifiques, en plus de leur diplôme d'État, que ce soit éducateur, voilà, donc c'est si on fait le ratio entre le salaire et les compétences, et c'est vraiment énorme. Et notre secteur, on n'arrive pas à recruter. En ce moment, il y a plutôt des gens qui partent du secteur parce que ça fait... C'est épuisé, perte de sens, parce que travailler dans des conditions comme ça attaque le sens au bout d'un moment aussi, on se réorganise tout le temps, on passe plus de temps à aller, alors là j'élargis un peu spécifiquement à l'Arnais, mais on voit des gens qui passent leur temps à aller chercher des budgets au lieu d'être sur le terrain, et tout ça attaque, ça use, et nous les syndicalistes, on essaie de se battre, on essaye d'emboîter les choses comme vous le dites, c'est-à-dire nous déjà on défend les structures, on se bat pour les éducs de rue, de critiquer aussi la globalité des choix qui sont faits par le département. On essaye de se battre nationalement pour faire reconnaître notre secteur, qu'il soit financé un peu mieux. Il y a le sujet de la réétatisation aussi des budgets qui se... Juste un mot sur les départements qui financent beaucoup de choses chez nous. Ils sont financés maintenant en grande partie par les droits de mutation. C'est-à-dire quand on achète une maison chez le notaire, ce qu'on paye en fait, c'est les droits de mutation. Ça veut dire qu'on est dans un système, à mon avis aberrant, que s'il y a une crise immobilière, il n'y a plus de sous pour le social, la protection de l'enfance, le handicap.
Je veux dire, c'est pas une société qui est bien organisée de penser que quand il y a une crise immobilière, on sabre ce genre de budget. Ça va pas. C'est pas le bon financement, c'est pas l'organisation qui est. Voilà. Donc il y a évidemment ces questions-là qu'on essaie de tenir aussi. Puis il y a les questions que nous, bien sûr, on sait que c'est pas magique et que si on veut mettre de l'argent là-dedans, il faut aller le chercher quelque part. Et là, il y a un vrai combat politique à mener, quoi. Il y a eu les 600 millions aussi pour le Ségur qui ont été votés, et qui ont disparu. Et qui ne sont pas financés. Ça, c'est inacceptable. Bien sûr. Enfin, quand même, ils ont signé. Moi, je suis négociateur national. On nous a dit, l'État nous a mis une lettre sur la table en disant on met 600 millions d'euros, discutez de l'utilisation. On a signé le Ségur. L'État, les patrons de notre secteur, tous les syndicats unanimes de notre secteur. La lettre de cadrage, elle est là en disant l'État met 600 millions d'euros sur la table, nouveau gouvernement, les 100 millions d'euros, plus personne. Notre fédération, elle a saisi la Cour des comptes en disant ils sont où ces 600 millions d'euros, elle est où de la lettre de cadrage. Les suites pour vous, c'est quoi à partir de maintenant? Vous avez des rendez-vous, des mobilisations, alors, des pour l'instant, nous, suite la rencontre avec le département, donc nous, on a fait un compte rendu pour nous pour l'instant, mais on voudrait faire un contre-argumentaire pour leur expliquer que ce qu'ils nous disent, c'est biaisé, ou en tout cas, c'est pas tout à fait la réalité. Et enfin, c'est ce qu'on s'était dit, mais notre revendication principale, c'est de réviser notre prix de journée, parce que c'est ça qui fera qu'on sortira tête de l'eau. Là, aujourd'hui, pour le FOAM, on doit être à 211 par jour. On sait très bien que si on arrive à 230, on a plus de problème. Et on sait qu'il y a d'autres structures dans la Vienne qui sont à peu près dans ces eaux-là. C'est 10% d'augmentation. Ouais, c'est ça. Donc vous avez besoin pour faire face. Et en plus, on nous dire qu'on était on a appris qu'il y avait d'autres structures dans la Vienne qui étaient dans ces prix autour de 230, 240. Et qu'on nous a dit qu'ils ont des publics qui n'ont pas les mêmes. Si, c'est pour un FAM. Les pas des particuliers, le FAM, il y a d'autres structures. Qu'est-ce qui explique la différence alors? Vous savez pas? Ces fameux CEPOM qui sont signés pour 5 ans. Parce que ces autres centres n'ont pas de CEPOM? Si, mais c'est qu'en fait les CEPOM n'ont pas forcément été négociés en même temps. Les mêmes années. Les mêmes années, c'est surtout. Ceux qui sont négociés en 2022, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés que ceux qui sont négociés en 2022. Vous n'avez pas demandé une révision? C'est prévu normalement de pouvoir faire des avenants. Ça aurait dû être fait. On est en attente. Ça aurait dû être fait. Mais ça se fait jamais. Mais par contre, c'est fin 2023. Mais on n'a pas eu. Et puis, a priori, c'est en moyen constant. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient augmenter de 5 ou 10%. Oui, c'est ça. C'est surtout que la réponse, elle est systématique, c'est à moyen constant. Et ces CEPOM, ils sont catastrophiques. On les avait dénoncés quand ça s'est mis en place. Il y a même un collectif de directeurs en ce moment dans la Drôme qui s'appelle CEPOM, ne prenez pas pour des foires, qui est en train de porter l'affaire et d'essayer de la judiciariser. Parce qu'avant, si vous voulez, dans le monde d'avant, chaque année, en gros, je ne suis pas comptable, mais l'établissement il fait son budget. Il dit moi l'année prochaine j'aurai tant en salaire, tant en électricité, tant en sortie, tant voilà. Et le département il dit en face bon ok. Ah sur le véhicule je vous demande d'attendre un an pour le changer. Bref voilà. Avant il y avait un dialogue de gestion chaque année comme ça. Et ça rendait opposable, c'est-à-dire que le gouvernement, nos conventions collectives, on ne pouvait pas dire. Si l'établissement disait bah, regardez j'ai tant en salaire parce que la convention collective bah, voilà, c'était opposable, le département ne pouvait pas dire non. Alors maintenant il donne une enveloppe et puis débrouillez-vous en gros et ça c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Est-ce que vous souhaitez que moi, alors je ne suis pas député du département, mais je peux interpeller qui, je me demande, il n'y a plus de ministre pour le faire, mais si vous souhaitez d'une façon ou d'une autre je relais, j'appuie une démarche que vous engageriez. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne siège plus en dehors de ses travaux en commission. En vérité, pour vous expliquer ça, pour que la séance de l'Assemblée se tienne, quand les députés sont dans l'hémicycle, il faut un ministre au banc. N'importe lequel, mais il en faut un. Sinon, nous ne pouvons pas nous réunir pour étudier des propositions de loi ou des projets de loi, sauf exception, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc là, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, nous ne pouvons pas réunir la séance. L'ordre du jour, il est à l'arrêt. Pour l'instant, il est vide. Nous pouvons néanmoins continuer à faire de contrôle d'un gouvernement qui n'existe plus, mais des missions d'information, des commissions d'enquête qui existent, et à nous réunir en commission. Les députés sont répartis dans des commissions thématiques spécialisées, disons, où là les ministres, sauf quand ils sont auditionnés, ne sont pas là. Et là, on peut continuer à travailler. Mais nous ne pouvons plus légiférer.
nous ne pouvons plus faire l'essentiel de ce qui est notre mission fondamentale. Nous sommes là dans l'impossibilité de la conduire jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, et pas simplement d'un Premier ministre. Parce que si le président de la République ce soir annonce la nomination d'un Premier ministre, il va falloir qu'il nomme un gouvernement. Alors, il peut le faire dans la foulée, il peut le faire en même temps, ça peut aussi prendre du temps. Il faut quelques jours pour que ce gouvernement s'installe, pour que le Premier ministre vienne devant l'Assemblée prononcer son discours de politique générale. Habituellement, les Premiers ministres demandent la confiance. Ils ne le font plus depuis quelques années maintenant. En principe, on passe par cette étape-là. Et puis, en vérité, on va entrer dans la discussion. Alors voilà ce que je vous disais, et ça peut avoir un impact pour vous. Il y a deux scénarios maintenant. Ou bien il y a rapidement un gouvernement, et rapidement il y a un nouveau débat sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la Sécu, qui se réengage avec un vote d'ici à la fin de l'année. Et si ce n'est pas le cas, il y a ce qu'on appelle une loi spéciale qui doit être adoptée, et qui en gros, sur la base du budget de l'année précédente, prévoit de façon transitoire pour un mois que des fonds sont débloqués pour permettre de faire face aux obligations de l'État jusqu'à ce que on retrouve des conditions permettant l'adoption d'un nouveau document budgétaire. On en est là, dans une forme d'incertitude, même si, moi je vous le redis, il y a des orientations très claires qui ont été affirmées dans le débat budgétaire, qui je pense répondraient à la situation qui est la vôtre. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a, voilà, la situation, en plus vous voyez, j'imagine depuis plusieurs mois, vous sentez cette pression là, comme ça, s'installer, la crainte grandit. Et en fait, on pourrait solutionner cette... Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il y a des baguettes magiques, hein, mais en vérité, en assumant une politique alternative, il serait possible de solutionner très rapidement la situation de vos structures. En vérité, de plein de structures dans le domaine médico-social, mais en vérité, je veux dire, plein de structures relevant du service public. Ce que vous avez décrit aujourd'hui, je veux dire, dans le monde de l'éducation, il y a les mêmes logiques avec les questions du sens du métier, les questions dans la question du transport. Moi, dans ma circonscription, il y avait des chauffeurs de bus qui étaient en grève il n'y a pas très longtemps, parce que, logique de privatisation, de baisse des coûts, etc. Ils subissent, par exemple, des usagers qui viennent s'en prendre à eux. Comme le bus passe plus, comme le bus est surchargé, tout le monde pète un plomb, pardonnez-moi l'expression. Et c'est un peu, j'ai compris que vous n'en étiez pas encore là, mais vous redoutez qu'à un moment, les familles vous disent aussi... Et c'est plus possible, pourquoi est-ce que mon parent, on s'occupe plus aussi bien de lui qu'auparavant, et voilà, il est possible d'avoir une autre société, en fait, une société plus harmonieuse, plus fraternelle, qui répond à d'autres objectifs que la rentabilité à court terme. Notre peur, c'est d'être repris aussi par une mutuelle, enfin, par un groupe qui va réduire les coûts, et ce sera une aide-soignante pour 40 résidents. Enfin, voilà, la structure sera encore ouverte, mais elle sera plus qu'elle est. On l'aura profondément transformée. Oui, l'avenir à court terme, c'est une reprise de l'établissement de l'Armée Sagesse par un groupe ou un nouveau établissement. Dans des toujours la concentration, etc. Oui, de compression des coûts. Forcément à prendre à cœur notre philosophie. Vous voyez bien, ça ne marche pas, il vaut mieux privatiser. Ça marchera. Et la privatisation, parce que ça peut être le pire, c'est la oui, ce serait le pire, ouais. C'est la pire catastrophe. En plus, on a vu tous les scandales sur la question des EHPAD. On est plein dedans. On sait que c'est pas le bon chemin. Que la marchandisation du grand âge, de la dépendance, de la maladie, c'est dans tous les secteurs. La petite enfance, c'est la même chose, on a vu, enfin, c'est la même logique. Exactement. En tout cas, moi, au niveau national, j'aurais deux choses peut-être à attirer votre attention. Ce serait très vite le financement du Ségur, puisque en fait, il est financé. Il était promis. Donc, nous, on est en train de faire des recours juridiques pour qu'on nous le paye dans les structures. Alors, ça éviterait que les établissements soient obligés ça éviterait que les établissements se mettent en difficulté pour payer un truc qui est juste la loi et qui a été normalement promis par l'État. Ça, c'est l'urgence. Et puis, un deuxième point, c'est que moi, je négocie une soi-disant convention collective de haut niveau pour notre secteur en ce moment. Si on nous a mis c'est l'État qui nous a mis autour de la table en disant on négocie une nouvelle convention, justement pour régler les problèmes d'intérim et tout ça, parce qu'il n'y a pas de salaires qui sont à la hauteur. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû être d'accord, on ne l'est pas avec les partenaires sociaux, mais vous vous rendez compte, là, 600 millions d'euros, tout le monde est en PLS pour payer les 600 millions d'euros du Ségur. Si notre convention a été prête, si les besoins pour remettre le secteur à niveau, c'est plus de l'ordre de 10 milliards. Quoi, vous voyez. D'accord.
Et la négociation est en cours. La négociation est en cours. C'est l'État qui nous a mis autour de la pour réduire les branches, pour faire une convention collective de haut niveau. Et il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on joue notre mission de... Nous, on négocie parce qu'on nous a dit de négocier. Et nous, on est tout à fait d'accord pour une convention collective de haut niveau. Elle est totalement bloquée. Bah, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Comment vous voulez qu'on négocie avec rien? On ne peut pas négocier. C'est bloqué parce que aussi, je veux dire, leur... Oui, il y a d'autres soucis sur la conception du métier, la conception du salaire, tout ça, mais... Les propositions qui ont été faites par les syndicats patronaux, c'est quand même de dire une convention unique, mais au rabais, quoi. C'est-à-dire que les métiers, on va même pas parler, on va lisser les problèmes de l'intérim, si on veut s'y attaquer dans le fond. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on ait une convention qui remette sur plein de plans notre secteur à niveau pour que les gens reviennent et qu'on n'ait plus recours à l'intérim, qu'il y ait de l'argent jeté par la fenêtre. En plus, c'est le turnover, ça n'a pas de sens dans notre secteur d'intérim. Alors ponctuellement, pour résoudre... Voilà. Pour le salarié, c'est leur quasiment seul moyen, on va dire, de faire du remplacement en CDD ou en intérim pour avoir des salaires un peu plus corrects, parce que du coup, ils peuvent cumuler plus d'heures. Donc au lieu d'être à 150 heures, il y a des primes de précarité. Mais je pense surtout, ils peuvent faire plus d'heures que nous, légalement, qu'on peut leur faire faire. Donc c'est sûr que si j'arrive à faire 200 heures dans le mois, avec des week-ends, etc., bah, je peux récupérer un salaire qui commence à être un peu correct, un peu plus décent. Mais bon, il faut travailler, faut faire 200 heures. Et puis ça attaque le sens, parce que du coup, c'est des gens qui tournent. Oui, là. Oui. Et c'est la logique du chacun pour soi, plutôt que la logique de la convention collective, en vérité, des droits pour tous. Oui. Et ça, c'est un autre modèle de société, là encore. C'est un problème de société, je crois, que c'est pas de la privatisation, mais je veux dire, c'est pas bien mieux. Il y a toujours besoin un peu d'intérim. Mais après, c'est le. Quand ça devient structurel, comme nous, on est à faire 300 contrats de remplacement par mois, ça va pas. Il y a un problème. Et le turnover est vraiment pas bon pour les résidents. Je veux dire, il y a toujours besoin de remplacement, parce que les gens partent en congé, en formation, pour les remplacer. Ils s'adaptent. Mais pas dans cette convention, ça n'a jamais existé. Personne n'a de repère. Personne n'a de repère, c'est super tout. Et ce qui est important, moi, je trouve aussi, c'est de dire, c'est l'attachement de votre équipe que je trouve. Le 19, on a fait une mobilisation qui était incroyable. Il y avait quand même presque tous les salariés qui étaient soit en manif, soit en service minimum. On est parti à pied d'ici. C'était la plus longue manif du social. On a traversé toute la ville pour aller au département avec quand même un cortège joyeux, déterminé avec les familles, les salariés. Ça a permis d'ouvrir les portes du département, d'aller parler avec les familles, avec les salariés, avec les organisations syndicales au département. Et c'est vrai que pour l'instant, les réponses ne sont quand même pas à la hauteur. Alors on nous dit, ah oui, ça ne va pas fermer. En gros, ce qu'on entend, c'est s'il y avait une cessation de paiement demain, on interviendrait. Sauf que nous, les équipes, elles ont besoin de se projeter, elles ont besoin de... Tant qu'on n'est pas en cessation de paiement, ça ne fait pas de vague. Ça ne bouge pas, et ça continue l'intérim, et ça continue... Tant qu'on n'est pas dans le mur, c'est ça. C'est pas grave si ça se dégrade. Bon, ils n'ont pas de solution à proposer. Les amis, on est désolés. Moi, je vous félicite